Le jiu-jitsu brésilien, c'est énigmatique. Énigmatique, oui, à la fois fort et fragile. Fragile dans quelle mesure? Eh bien, c'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Bonjour, c'est Jean-Serge Noumal, spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et je voudrais te dire les raisons qui, selon moi, expliquent cette fragilité. Je commence de suite par l'aspect historique. Et oui, il y a un consensus à penser que l'histoire du jiu-jitsu brésilien proviendrait d'une seule ligne, à savoir Maeda qui aurait enseigné à Carlos, etc. Mais quand tu te mets à fouiller dans les archives, à regarder les travaux plutôt récents de Robert Drysdale, eh bien tu te rends compte que c'est un peu plus nuancé que ça, et ça pourrait être, voire même très différent de ce que l'on pense. Il commence par nous dire la raison pour laquelle on a beaucoup de Japonais au Brésil à la fin du 19e. Eh bien, il y a un accord passé entre le Brésil et le Japon qui accueille en masse des Japonais qui voudraient simplement s'expatrier et gagner leur vie en effectuant leurs arts divers. Il nous cite la date de 1904-1905 comme étant très importante. Pourquoi? Parce que c'est la victoire du Japon contre la Russie, et avec cela vient l'idée de génie de marketer leurs idées concernant leur faculté de combat dans le monde. Si vous voyez que nous avons pu vaincre, nous tout petits, la grande Russie, c'est parce que nous avons le jiu-jitsu. Voilà comment a démarré cette expansion idéologique, qui n'est pas le fait d'Helio Gracie comme on veut bien nous faire croire, d'après Robert Drysdale. Puis ensuite, il nous révèle la première personne qui aurait enseigné le jiu-jitsu au Brésil serait un certain Sada Miyako en 1908. Donc c'est ce qui a été enregistré historiquement et non Maeda comme nous l'avons appris par le passé. Et comme il est écrit partout, il est écrit partout, même dans les registres de la CFJJB, c'est ce qui apparaîtra, comme c'est ce qui apparaîtra sur Wikipédia. Enfin, pourtant cela est nuancé. Maeda est un catcheur, un lutteur, comme tu peux le lire partout, quelqu'un de très réputé, une grande célébrité à l'époque, avec beaucoup de victoires, connu aussi comme étant quelqu'un qui organisait toutes sortes de choses, de combats, des chorégraphies, et qui avait cette réputation d'être vraiment rompu dans le jiu-jitsu de l'époque. Si bien que, lorsqu'il arrive au Brésil et qu'il parcourt le Brésil en long et en large, tout le monde veut se réclamer de son école. Mais attention, les gens se réclament de son école une fois qu'il n'est plus sur le territoire. Mais pendant qu'il est là, il est reconnu pour avoir donné des grades. On dit des grades parce qu'on ne sait pas si c'est des ceintures marron ou la ceinture noire, étant donné qu'à l'époque, le grade de ceinture noire n'a pas la même signification en 1920 que celle que l'on lui connaît aujourd'hui. Mais il y a 5 personnes qui sont répertoriées dans cette promotion. 5 personnes, dont le fameux Jacinto Peru, qui serait l'un des professeurs principaux de Carlos Gracie. Lors d'un combat fameux opposant Carlos Gracie à Donato Pires,
eh bien, il y avait Maeda dans les tribunes. Mais le coach, c'était Yacinto, le fameux Yacinto qui faisait partie des 5 promus par Maeda. Donc en gros, il n'y a pas que Maeda. Et Maeda ne serait pas le personnage central dans l'enseignement de Carlos Gracie. Ce qui change un peu la perspective. On voit bien qu'il y a des nuances dans cette généalogie. Or cela n'amoindrit pas le grand impact d'Helio Gracie qui, évidemment, avec son fils Orion, dans les années 90, a fait démarrer l'UFC que l'on connaît. Mais attention, concernant le Rule 7, parce qu'il faut rappeler qu'au début, tout ça est du judo, et que c'est à force d'être dominé dans les stations debout que les Brésiliens ont penché vers les solutions du sol à force pour pouvoir essayer de trouver des avantages face à ces Japonais qui leur mettaient des roustes. Tu sais que les combats d'Helio Gracie sont réputés avoir été des combats en standing position. Il a souvent été renversé et cherché la verticalité plutôt que de rester au sol. Il y a plein d'éléments comme ça du côté historique qui sont réellement à mentionner, à savoir. Mais venons aussi sur le plan des méthodologies. Helio Gracie, c'était principalement la self-défense et les cours particuliers. Le jiu-jitsu que tu pratiques, que nous pratiquons aujourd'hui, tel qu'il est fait en cours collectif, avec les sparring, bagarres, tout ça, sont essentiellement l'idée de Carlson Gracie, de l'autre côté. Parce que lui disait de bien faire la différence entre le Gracie Jiu-Jitsu et le Carlson Gracie Jiu-Jitsu dans ce sens. Il était plus orienté sport et diffusion, c'est-à-dire que tout le monde devait avoir accès à ce sport, lui permettant à ce sport-là de se développer de la meilleure façon qui soit, alors que de l'autre côté, du côté d'Helio, on cherchait des privilèges. Ça devait être quelque chose pour une élite. Carlson Gracie, c'est aussi cette culture flip-flop, décontractée, on arrive en retard, on ne se prend pas la tête, assailli, etc. Qui n'était pas le cas du côté d'Helio, où il y avait plus de rigidité, plus quelque chose qui ressemblait au judo. C'est très important ça, de voir qu'est-ce qui explique la culture que nous avons aujourd'hui, dans le sens où nous la vivons aujourd'hui dans les clubs. D'un point de vue technique, je pense qu'il est bon de rappeler que c'est le contexte qui fait la technique. Le contexte, le Rule 7, on a IBJJF depuis 1994, qui est la grande fédération qui regroupe le plus grand nombre de pratiquants de jiu-jitsu dans la planète, des pratiquants majoritairement amateurs, et de ce fait conditionne l'enseignement tel qu'il est vécu dans tous les clubs. Ton club, tes coachs vont te montrer le jiu-jitsu toujours en référence au Rule 7 IBJJF principalement. D'ailleurs, je me rappelle, moi, quand j'ai commencé le jiu-jitsu, alors que je ne savais rien de rien, j'étais toujours surpris là quand le coach disait « Mais oui, mais là, tu as 2 points. » Je disais « Mais qu'est-ce qu'il y a comme 2 ? Pourquoi 2 points ?» Je me disais « Mais on est dans un art martial. » Je n'avais pas saisi qu'il y avait cette grande prépondérance de l'aspect sportif, même si on se revendique être un art martial efficace. C'est d'abord le Rule 7 IBJJF. Mais, tu le vois bien, il y a plusieurs types de Rule 7. Quand on est en MMA, c'est plus les mêmes règles. Quand on va en Submissions Only, ce n'est plus les mêmes règles. Et aujourd'hui, nous bénéficions de plateformes incroyables. On a le CGI, on a WNO, on a Polaris, on a ADCC. On a toutes sortes de choses qui, à chaque fois,
nous expose à des rule sets différents. Je peux citer aussi le combat Jiu-Jitsu, ABI, etc. qui vont faire en sorte que le Jiu-Jitsu performé ne sera pas le même. La question est donc, mais qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on enseigne? Certains coachs vont rester monomaniaques sur IBJJF, ne jurer que par ça. Et malheureusement, ton Jiu-Jitsu ne sera que le produit d'un rule set. Ce qui est beaucoup trop rigide si tu veux passer de rule set en rule set. Tu vois par exemple l'élève Elena Craver de chez John Danaher aime comme ça butiner de rule set en rule set parce que ce qu'elle apprend avant tout, c'est d'abord du Jiu-Jitsu. Mais le Jiu-Jitsu qui est aussi adaptable, aussi souple, doit être enseigné de façon différente. Le problème est que la lourdeur dans laquelle nous nous trouvons grâce à cet héritage dont je viens de te parler, mais qui est aussi pas très réaliste et qui n'est pas si clair que ça, nous empêche d'évoluer vers des méthodologies beaucoup plus opérantes. Et c'est ce qui explique pour beaucoup le retard, mais que je peux moi citer à mon propre niveau parce que en démarrant, j'étais déjà interpellé par les leglox. Et quand j'en ai parlé, j'ai été tabou, j'ai été complètement ostracisé à cause de ça. Les échauffements qui sont complètement cadabrantesques, je parle par exemple des pompes que l'on fait pendant 1 heure sur un cours d'1 heure, ça n'a pas de sens. Il y a le statu quo, garder ce qui est comme il est, ne pas bouger, faire à notre façon, au lieu de s'inspirer des nouvelles méthodologies. Là, je parle notamment des CLA, Constraint Led Method. Personne n'en parle. Et oui, parce que ça bouscule très fort ce qui est en place aujourd'hui. Et entre-temps, il y a quand même des gens qui se plaignent, comme je le montre souvent dans les vidéos, des personnes qui disent qu'on coince. Pendant que d'autres célèbrent, ah oui, c'est ce qui est fait, c'est génial, c'est génial. Non, c'est génial, certes, par rapport à un passé récent, ça avance, c'est très bien, mais il y a des choses que l'on peut mettre en place rapidement et accélérer les process d'éducation pour les masses, pour ceux qui veulent performer. C'est en fait le souci que j'ai moi par rapport à cette discipline, c'est l'idée que la bienveillance, la gentillesse, l'idée de voir tout le monde progresser, soit la base des méthodologies. Et non la hiérarchie, les coutumes, les traditions qui sont assez pesantes et qui empêchent d'aller vers la connaissance, vers les compétences et vers les performances au plus haut niveau. C'est mon ressenti. Alors, ils nous brandissent des palmarès à nous dire « Mais moi, j'ai gagné 15 000 fois les championnats de France. » Mais on s'en fiche. On s'en fiche. Moi, je m'en fiche complètement des résultats en France. Attention, ce sont de très bons résultats locaux, c'est très bien, mais si le niveau n'y est pas, si le niveau n'est pas là, ça a peut-être eu des conséquences par le passé, mais aujourd'hui, le niveau n'est pas là. C'est qu'il faudrait bien faire autre chose. Et puis, après tout, un combattant n'est pas un coach. Quelqu'un qui a des difficultés d'expression orale, quelqu'un qui a des difficultés de maîtrise émotionnelle, un colérique nerveux, ça ne peut pas être un bon coach. C'est impossible. C'est quelqu'un de cacophonique quand il rentre dans une salle. Tout le monde a peur, mais on ne peut pas apprendre sereinement quand on a peur. Ce n'est pas possible. C'est la base de la psychologie de la performance. Donc arrêtez avec ça. Mais personne ne le dit, bien sûr. Personne n'ose s'attaquer à ça. Mais c'est ça le problème.
Le problème, c'est montrer de l'ouverture d'esprit sur ce plan historique qui n'est pas aussi tracé, l'ouverture d'esprit sur les méthodologies, l'ouverture d'esprit sur les rule sets, l'ouverture d'esprit sur le coaching. Enfin, il faut dépoussiérer tout ça pour que les gens au plus large puissent en bénéficier. Je dirais que ce serait presque aussi révolutionnaire que ce que faisait Carlson Gracie, mais aujourd'hui ce serait pour les compétences, la connaissance, encore plus pour le plus grand nombre. Arrêtons de sacraliser ce qui n'est pas sacralisable, notamment envers des personnes qui montrent beaucoup d'insuffisance en termes de moralité, capables d'injurier, de calomnier et de se cacher comme si de rien n'était, soutenu par la foule. C'est pas ça qui va faire avancer le jiu-jitsu. Ce n'est pas ça. Et ça, ce n'est pas être un artiste martial, ça. Ça, c'est être un couard. Quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il dit. Alors, si tu as quelque chose à me reprocher, dans ma vocifération, dans mes prises de parole publique, moi, je veux bien répondre. Je veux répondre. Je n'ai pas besoin d'une ceinture pour cela. Je viens avec mon cœur et je réponds. Évidemment, je ne me cache pas. Certainement pas. Ils ont voulu que je me cache, que je fasse semblant. Mais faire semblant, c'est pas ça qui fait avancer. Insulter les gens de portier, tout ça, c'est pas ça qui fait avancer. Voyons. Si cette vidéo t'a plu, tâche de liker, de t'abonner et de partager autour de toi. C'est comme ça qu'on fait grandir la communauté. Cette communauté de sincérité, elle doit grandir. Elle doit grandir pour aider le plus grand nombre. Je te dis à la prochaine vidéo.